Les débriefeurs, je ne vous ai pas oublié. Je vous invite à me rejoindre pour faire un retour sur la session. Mélanie Runger, vous êtes doctorante à l'Université de Pau et des Pays de la Nuit. Donc je vous invite à rejoindre. Florine Gonzalez, Océane Prévitali, vous êtes toutes deux étudiantes du Master Jeunesse, Environnement et Mobilisation de la même université. Eva Demullier, vous êtes au Master Biologie, Écologie, Environnement de l'Université de Bordeaux. Et puis Antoine de Daruba. J'allais faire avec, vous étiez en première année de licence informatique, comme vous l'avez fait, mais je vais m'abstenir de le faire. Et souligner que vous êtes professeur de bioinformatique à l'Université de Bordeaux et que vous êtes aussi l'ancien vice-président de l'université. Voilà, alors je sais que l'exercice est difficile, mais je vais vous demander de réagir à chaud à ces temps de table ronde. Vous avez, je vois, déjà pris quand même quelques notes. Alors, déjà, premier point, est-ce que vous avez constaté des points de convergence dans les différents récits, les témoignages qui ont été donnés par les uns et les autres? Par exemple, dans les objectifs poursuivis, dans les dynamiques d'action qui ont été présentées, les écueils aussi, peut-être, qui ont été rencontrés, et les réactions des scientifiques et également du public de façon plus large à ces témoignages. Merci. Alors oui, effectivement, pour moi, vraiment, le cœur de toutes ces présentations, le point commun et la dynamique principale, ça a été vraiment cette volonté d'inclure l'ensemble des acteurs des différents territoires, essayer de vraiment travailler, débattre, échanger, partager ensemble de manière pluridisciplinaire, à différents niveaux, voilà, différents points de vue afin de créer quelque chose ensemble, quelque chose effectivement durable, changeant, innovant. Pour moi, c'est vraiment la base de toute chose, le centre, vraiment cette dimension collective qui peut réellement, pour moi, changer les choses de manière durable. Merci. Du coup, juste pour situer, c'est que j'ai une formation de sociologie, donc ça va peut-être vous aiguiller de pourquoi on intègre le discours. On a crié il y a quelques années au manque d'engagement politique de la jeunesse. En fait, ce que les sociologues ont démontré, comme Jackson et Geoffrey Breyer, c'est un sociologue qu'on a bien étudié dans la sociologie des mouvements sociaux, c'est pas un affaiblissement de l'engagement politique, mais c'est plutôt une diversification des modalités d'engagement. Et pour moi, en fait, ce que j'ai vu aujourd'hui dans les présentations qui ont été faites, c'est une très belle illustration des propos de ces deux sociologues. C'est un engagement aujourd'hui qui se diversifie, mais qui surtout devient préfiguratif et performatif. C'est-à-dire que l'engagement d'aujourd'hui préfigure un modèle de société qui est différent, mais qui est réalisable aujourd'hui. Et c'est surtout que cet engagement, il a des valeurs qu'il prône, et que ces valeurs sont appliquées dans l'ici et maintenant par les individus qui sont engagés. Et pour moi, les quatre présentations qu'on a pu voir aujourd'hui illustrent vraiment bien, notamment l'engagement des lycéens. Et je voulais du coup remercier la jeunesse, mais aussi la société de manière générale, qui démontre que l'engagement n'est pas en plein affaiblissement. Merci. Une autre réaction? Peut-être, pour l'instant, on est plutôt sur des aspects généraux qui peuvent concerner toutes les présentations. Océane? Pour ma part, je pense que je suis également en formation de sociologie, du coup, donc pareil, apprendre de l'œil plus humain, on va dire. Et du coup, je rejoins du coup mes deux camarades sur l'ensemble des points qu'elles ont dit. Pour ma part, je pense que je vais peut-être accentuer, puisque c'est sur quoi je travaille, sur les émotions. On en a un petit peu parlé, ça a été un petit peu évoqué sur notamment les images, tout ce qui peut être choc, donc vidéo, documentation, même des informations. C'est des choses, des émotions négatives, la peur et tout, c'est des choses qui marchaient beaucoup avant. Sur la colère, pour aller vers un engagement. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui qui ne marchent vraiment plus très bien. Il va y avoir vraiment des mobilisations qui vont être générées par la colère, par cette rage en fait de vouloir bouger, de vouloir faire quelque chose de la part des jeunes. Parce que c'est sur la tranche sur laquelle je travaille.
Mais aujourd'hui, ça va être peut-être plus sur tout ce qui est les émotions négatives. Du coup, je rejoins également certains qui en ont parlé au niveau de la sensibilisation du format, de plutôt générer des émotions qui vont engendrer de la motivation plutôt que de la peur ou de la colère ou de l'angoisse ou de l'anxiété. Ou parlant d'éco-anxiété, on est en plein dedans, quoi. Du coup, voilà, pour ma part, je vais rester sur ça, sur les émotions. Voilà. Merci, ça fait une autre dimension, effectivement. Tu veux peut-être un autre point, ouais? Oui. Bonjour. Oui, moi je sais aussi faire un parallèle. Donc, moi, dans mon cursus avant les études en écologie, j'ai fait des études en sciences de l'art, en art plastique exactement. Et je souhaiterais faire un parallèle avec la créativité des projets que j'ai conceptés aujourd'hui. Je vais tout vous dire pour éviter de perdre mes propos. Alors, à l'instant, nous interpellerons sur le quoi en ce début d'après-midi, mais plutôt sur le comment on co-construit notre futur. Alors, puisque nous sommes condamnés à l'optimisme, autant bâtir nos futures maisons en chambre et assurer la pérennité de nos forêts via leur restauration et leur gestion durable. Alors ça, nous vivons aujourd'hui une période de croissance aussi bien dans l'utilisation des ressources, que nous devons urgemment repenser, évidemment, mais aussi, il trouve, dans la créativité des projets que nous avons pu voir aujourd'hui, nous proposons aujourd'hui. Et aussi une période de croissance dans la connectivité que nous arrivons à mettre en place entre les différents acteurs du territoire. Alors, si vous me permettez de parler, tout comme la connexion entre les écosystèmes qui permettent l'installation durable de la biodiversité, je pense que c'est cette vision donc, à large échelle qui pourra nous offrir, je pense, un futur co-construit, mais définitivement créatif. Merci, c'est intéressant de parler de croissance de façon positive, comme ça, en lui donnant d'autres significations. Antoine? Bravo pour toutes les connexions qui ont été faites. Alors moi, j'ai porté un regard d'enseignant, en fait, sur les exposés, et je me suis dit quelles sont les compétences transverses qui sont mobilisées dans l'ensemble des témoignages et des expériences qui ont été présentées. Alors évidemment, j'ai fait ça parce qu'en ce moment, il y a des tas de réflexions à l'université. Certains des acteurs majeurs de ces réflexions sont ici présents. Et donc, voilà, je pense qu'il y avait un certain nombre de leçons à tirer. Donc, la première, pour moi, c'est l'existence d'un socle autour de la démarche scientifique. C'est revenu à plein d'occasions. La démarche scientifique avec aussi l'esprit critique, c'est-à-dire être capable de remettre en question des préjugés jusqu'à l'analyse des controverses, mais aussi l'expérimentation, la capacité à évaluer qui était très présente à différents. On expérimente, mais derrière, on évalue. Et ça me semblait très important. Également compétence, alors là, sur un axe très différent, c'est la mise en récit, la capacité finalement d'imaginer, de rêver un monde nouveau, et puis la réalité, c'est-à-dire le passage à l'acte avec un certain nombre de compétences qu'il faut développer, être capable d'aller rencontrer, être capable de collaborer, être capable de fédérer, de mobiliser autour de soi. Et donc là, vraiment des compétences très concrètes et très terrain. Également, évidemment, on pouvait s'y attendre à des questions de complexité. J'ai trouvé que presque les contradictions qu'il y avait autour du temps, avec l'accélération et la nécessaire prise de temps, est une bonne illustration de cette complexité, ou en tout cas des contradictions à surmonter. Et puis, j'ai noté d'autres. L'interdisciplinarité, bien sûr, ça a été illustré à la fin. Évidemment, je pense que c'est... voilà. Alors, il n'y a rien de très nouveau. Je pense que tous les référentiels, ou la plupart des référentiels sur les compétences liées aux transitions font appel à ces compétences-là, mais c'est bien de se les remettre en tête, je pense, au moment où on élabore des programmes. Alors, je pense en particulier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a entendues, qu'on retrouve dans le référentiel européen des Green Competencies, qui fait une place importante aussi aux valeurs. Et je crois que ça, c'est des spécificités pour moi, cette mise en récit, etc. Elle passe aussi comme une interrogation des valeurs. Et puis, tous les autres éléments étaient également évoqués. Voilà. Merci. Alors, peut-être une question un peu difficile, mais je vais attendre quand même. Vous avez fait des liens
Entre les présentations de ce moment de table ronde et puis la conférence introductive d'Alain Bourg, il y a eu aussi des questions justement qui sont restées en suspens après la session de regard croisé avec ces notions de temporalité, de la transition écologique, de comment on répond de façon urgente en prenant le temps de co-construire par exemple. Est-ce que certaines interrogations qui ont été soulevées à ce moment-là, vous avez trouvé alors soit des réponses dans la façon dont les différents acteurs construisent leur démarche, leur dynamique pour répondre à l'anticipation au changement climatique, ou en tout cas des éléments qui transparaissent à travers ces 4 présentations? Je me doutais que ça serait peut-être vache avec la question, mais ça me semble. C'est pas grave, d'accord, bon bien. Oui, peut-être un élément. Ah, peut-être ça. Pardon, vraiment, peut-être que ça va être un peu brûlant, parce que, effectivement, voilà. Moi, ce qui m'a fait un peu percuter, c'était par rapport à la présentation sur Armand Rosa, sur les différents horizons temporels. Dans notre étude, effectivement, on en parle énormément, on se base vraiment par ce prisme-là, les horizons temporels qui sont effectivement différents pour chacun d'entre nous. Par exemple, moi je vais penser tout le temps en permanence, qu'est-ce que je ferai plus tard, dans quelques années, dans 10 ans, alors peut-être ma collègue va plutôt penser à qu'est-ce qu'elle fera demain. Et je pense que c'est quand même normal qu'on ait tous des horizons temporels différents, parce que ça dépend de tellement de choses, ça dépend de notre socialisation, ça dépend de notre éducation, ça dépend de nos expériences, et de nos préférences aussi tout simplement. Il y a des personnes qui préfèrent rester dans le temps présent, alors que d'autres préfèrent être dans le futur. Et c'est vrai que c'est important d'essayer de réfléchir ensemble et d'avoir un petit peu ce même horizon, mais c'est aussi important de penser qu'on est tous différents. Et que forcément, on ne peut pas forcément se poser sur le même horizon temporel. C'est assez compliqué. Donc, j'ai pas la réponse à la question, mais voilà. C'est génial comme élément de réponse, voilà, merci. Donc, j'ai bien fait de poser la question, et je pense que justement cette remarque, elle fait peut-être écho, Maxime, dans la présentation que vous avez donnée, le travail de co-construction avec tous ces acteurs qui doivent réfléchir à la gestion de l'eau sur ce bassin. J'imagine justement, et d'ailleurs j'en profite comme dans un moment de discussion, pour vous laisser réagir, j'imagine que c'est un des freins qu'on doit réussir à lever, de faire en sorte que les personnes imaginent des trajectoires en ayant des conceptions temporelles à peu près similaires, ou en tout cas comprennent que les autres ne se projettent pas de la même façon qu'eux. Oui, c'est la limite à laquelle on est tout le temps confronté, surtout dans le cadre des travaux du SAGE, parce que nous on raisonne à moyen terme, on fait de la planification. Et donc souvent les acteurs qui viennent participer à nos ateliers, ils veulent mettre en œuvre des actions les plus concrètes possibles, que nous on essaie après de réenglober pour leur donner plus de poids dans les années futures. Et ça, ils ont parfois du mal à comprendre, donc on leur explique comment leur action s'imbrique avec nos actions, et que voilà, tout doit être lié pour avoir du sens jusqu'à 2050, pour qu'on puisse donner à voir justement l'efficacité de cette trajectoire qu'on est en train de dessiner ensemble. Merci. Et il y avait une autre réaction, peut-être un autre élément de réponse à ma question. Oui, évidemment, c'est vrai qu'on a ce double enjeu, donc à la fois spatiale et temporelle. Je trouvais que le premier projet présenté, Corinne Lavaille, perpétue bien cette dimension temporelle. Voilà, avec cette transmission en fait du projet du terminal au second. Je trouve que c'est, je pense, une des clés, une des voies qui pourrait être développée dans le futur et qui est très pertinente et qui même se pourrait intégrer dans l'enseignement et dans le système scolaire. Cette dimension-là, je pense que c'est une des clés. Ouais. Merci. Peut-être pour finir, comme vous évoquiez justement un exposé en particulier, vous avez d'autres remarques à faire en dehors de la question temporelle que je vous posais sur non pas une remarque générale, mais un témoignage en particulier. Pas forcément. Oui, oui. Du coup, moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est celui de Alain Bourg, sur les différences d'action et de sensibilisation en fonction de la taille des villes.
Et je trouvais ça super intéressant parce qu'effectivement, il y a vraiment une différence. Et là où j'aimerais rajouter quelque chose, c'est notamment pour les jeunes, il y a vraiment un déplacement de ville pour l'engagement. C'est-à-dire que on a beaucoup d'exemples de jeunes ruraux qui vont se déplacer dans un milieu urbain justement parce que plus de mobilisation, parce que plus d'action, parce que plus d'acteurs. Voilà, tout simplement. Sauf que on observe également un retour dans les milieux ruraux pour des raisons de santé mentale, parce que c'est juste hyper compliqué et ça engendre des émotions, comme vous le verrez, on en parlera plus tard, qui sont assez négatives, du coup, effectivement. Voilà, je peux juste rajouter ça. Eh bien, parfait, merci de faire la transition à ma place. Je vous invite, merci beaucoup, c'est l'heure de vous inviter.